Bonjour à tous et bienvenue sur Barla Énergie Climat. Aujourd'hui, alors que la COP28 est en train de s'achever, je vous propose de faire un petit point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Cette vidéo sera structurée en trois grandes parties. Je vais commencer par faire un rappel sur les enseignements du GIEC en matière de physique du climat. Je parlerai ensuite de répartition des émissions mondiales, à la fois par pays puis par secteur d'activité. Et je conclurai par le bilan mondial, c'est-à-dire où en est-on de la trajectoire d'émissions dans le monde. Et puis une petite conclusion sur bien à la COP28, que s'est-il passé et que peut-on conclure. Commençons par poser les bases. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de changement climatique? Alors, quel réchauffement aujourd'hui? Eh bien, dans le monde, la température mondiale, continent et océan compris, s'est réchauffée de 1,1 degré en moyenne sur la dernière décennie, par rapport à la période 1850-1900. Et donc effectivement, le climat a toujours varié, ces deux derniers millénaires, et puis même de tout temps, mais en général, il varie dans une plage assez restreinte. Et donc là, depuis 200 ans, on est vraiment sorti de cette plage de variation classique, et la température monte de manière significativement rapide. Ce réchauffement de 1,1 degré, c'est continent et océan compris. En fait, la température se réchauffe moins sur les océans, on est plutôt à 0,9 degrés, et plus sur les continents, on est plutôt à 1,6 degrés. Et au pôle, ça se réchauffe encore davantage. Et en France, parce que c'est un peu ça qui ça nous intéresse, en France, on est à 1,9 degrés dès aujourd'hui, donc la température en France se réchauffe beaucoup plus vite que la température mondiale. Donc sur la dernière décennie, donc 2013-2022, la température mondiale était à plus 1,15 degrés par rapport à cette période de référence. En France, on était à plus 1,9 degrés. Et l'année 2022, on était en fait à plus 2,9 degrés. Donc le 1,9 degrés, en fait, c'est la dernière décennie. La température actuelle et pour les 10 prochaines années, elle est plus élevée encore. Alors, pourquoi est-ce que la température évolue? Eh bien, c'est à cause de l'effet de serre, ou plus précisément de l'évolution de cet effet de serre. L'effet de serre, c'est qu'on a le Soleil qui envoie de l'énergie sur Terre sous la forme de rayonnement, notamment du rayonnement visible. Une partie de ce rayonnement est réfléchie par la planète, parce que la Terre étant visible, c'est qu'elle émet bien de la lumière visible. Et ensuite, pour que la température reste stable, eh bien, la planète, comme tout corps chaud, eh bien, elle va rayonner. C'est-à-dire que on va émettre des rayonnements infrarouges qui vont s'échapper dans l'espace. Et une partie de ce rayonnement infrarouge va être piégée dans l'atmosphère, qui vont donc l'empêcher de s'échapper. Donc l'un dans l'autre, on a un équilibre entre l'énergie qui arrive sur Terre et l'énergie qui en repart. Sans effet de serre, la température de la planète serait de moins 18 degrés. Avec l'effet de serre, il est de aujourd'hui environ 15 degrés. Et donc, si on change certaines de ces flèches, eh bien, on va changer l'équilibre du système. Notamment si on augmente le rayonnement solaire, si on diminue les réflexions, ou si on change l'effet de serre. Il faut savoir juste que le rayonnement infrarouge dépend de la température terrestre, c'est-à-dire que si, pour une raison ou une autre, la Terre se réchauffe, eh bien elle va plus émettre de rayonnement infrarouge, et donc on va revenir à un état d'équilibre. Alors je disais que si on modifie ces différents bilans énergétiques, on va changer donc l'équilibre, et donc on va mesurer ce qu'on appelle le forçage radiatif. Le forçage radiatif, c'est la différence entre l'énergie qui rentre sur Terre et l'énergie qui en ressort. Et donc si on fait de l'ombre, notamment avec de la pollution, des éruptions volcaniques ou autres, eh bien on va réduire le rayonnement solaire qui arrive sur Terre, ça va refroidir le climat. Si on augmente l'effet de serre, notamment avec des gaz à effet de serre, c'est-à-dire tout ça, là, eh bien on va réchauffer le climat. Alors les gaz à effet de serre, qui sont-ils? Eh bien on va avoir le CO2 qui est le principal et qui est émis essentiellement par la combustion d'énergie fossile ou la combustion de biomasse, hein, notamment donc en déforestant des forêts, donc en brûlant du bois, ça émet aussi du CO2. On va avoir le méthane, donc le méthane c'est le gaz fossile, hein, mais c'est aussi un gaz émis par la digestion des ruminants, notamment les vaches. On va aussi avoir le protoxyde d'azote qui est un gaz émis par les engrais agricoles dans l'ensemble. Et puis un certain nombre de gaz fluorés, notamment donc, le SF6, il est utilisé pour l'isolation de certains équipements électriques, entre autres.
Et donc ces différents gaz, on va les comparer avec l'unité CO2 équivalent, c'est-à-dire que 1 kg de méthane, eh bien, ça va réchauffer la planète autant que 30 kg de CO2 sur 100 ans. Si on compare ces gaz sur d'autres échelles de temps, la comparaison va être différente. Donc le méthane, en fait, il va plus réchauffer au début de sa vie et beaucoup moins à la fin. Et donc dans l'ensemble, en prenant cette unité de CO2 équivalent avec un PRG sur 100 ans, et bien donc le CO2 émis par les activités humaines, c'est 3/4 du problème. Après, on va avoir 18% du problème, c'est le méthane, et puis un petit 5% pour le protoxyde d'azote, et puis 2% restant, c'est sur les gaz fluorés. Alors une fois qu'on a compris que le climat se réchauffe, la question suivante, ça va être dans quelle mesure est-ce que c'est dû aux activités humaines et dans quelle mesure est-ce qu'on peut infléchir la tendance dans les années et décennies qui viennent. Eh bien, le GIEC a fait tout un travail d'évaluation dans son dernier rapport publié en 2022. Et donc, on a donc les températures observées qui sont réchauffées de 1,1 degré. Et on a l'impact des différentes activités humaines. Donc, les gaz à effet de serre émis par les humains seraient censés avoir augmenté la température de 1,5 degré. Mais on a 0,4 degré de refroidissement à cause des aérosols et autres pollutions émises par les humains. Et on a aussi tout ce qui est phénomène naturel, notamment variation du cycle solaire, activité volcanique. Et bien ça a un impact d'une année sur l'autre, mais en moyenne, l'impact est nul. Et après, il y a aussi la question de la variabilité interne de l'énergie terrestre, c'est-à-dire des transferts d'énergie de la surface vers les profondeurs des océans. Et bien ça, de temps en temps, c'est El Niño, et donc les océans rejettent de l'énergie, et de temps en temps, c'est La Niña, donc les océans absorbent de l'énergie. Et l'un dans l'autre, cette variabilité interne est nulle en moyenne. Donc après, on peut avoir le détail par type de gaz. Donc la conclusion ici, c'est que le réchauffement observé est exactement, exclusivement dû aux activités humaines. Deuxième élément de réponse, c'est eh bien à l'avenir, si on arrêtait les émissions de gaz à effet de serre et d'aérosols, que se passerait-il? Eh bien, ici, donc, on peut voir sur ce graphique l'évolution de la température mondiale depuis 1880 à nos jours, donc ça a augmenté. Et ensuite, à la partie droite, c'est qu'est-ce qui va se passer selon si on arrête les émissions de CO2. Donc là, on voit que si on arrête les émissions de CO2 uniquement en continuant à émettre des autres gaz à effet de serre et des aérosols, eh bien la température devrait continuer à légèrement augmenter mais se stabiliser. Et si on arrête le CO2 et le méthane, donc en fait tous les gaz à effet de serre, là la température va rapidement baisser puis se stabiliser. Parce que donc le méthane, eh bien ça réchauffe que sur une courte période. Et par contre, si on arrête les aérosols, là il y a un réchauffement immédiat, mais après donc une stabilisation. Parce que les aérosols refroidissent qu'à très court terme, parce qu'une fois que les particules retombent, elles ne refroidissent plus le climat. Donc l'un dans l'autre, si on arrête toutes les émissions humaines de gaz à effet de serre et d'aérosols, la température elle devrait bouger un petit peu et puis se stabiliser rapidement. Donc il n'y a pas d'inertie climatique qui imposerait que les températures continuent d'augmenter pendant encore 20-30 ans. Non, les températures peuvent s'arrêter d'augmenter si on arrête les émissions immédiatement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tant qu'on émettra des gaz à effet de serre, la température va continuer à augmenter. Et donc la température ne se stabilisera que le jour où on sera neutre en carbone. Et donc le GIEC a proposé plusieurs scénarios d'émissions pour évaluer quelles en seraient les conséquences. Il y a une première famille de scénarios où on va plus ou moins rapidement baisser les émissions et atteindre la neutralité carbone, donc soit à l'horizon 2050, soit plutôt à l'horizon 2070. Donc ça, c'est les trajectoires compatibles avec l'accord de Paris. Après, il y a un deuxième type de scénario qui est plutôt ce qu'on pense qui va se passer si on respecte les engagements actuels. Donc c'est, on continue à émettre autant d'émissions chaque année jusqu'à environ 2050, puis on baisse progressivement et on est neutre en carbone vers 2100. Et puis il y a une famille de scénarios qui ne prend pas en compte de politique climatique du tout, et donc on crame autant de pétrole et de gaz et de charbon qu'on peut. Et donc là, on émet chaque année plus de CO2 et de gaz à effet de serre que l'année précédente. Alors, ces trajectoires d'émissions, elles se traduisent par des trajectoires d'évolution de température. Donc, la première trajectoire, donc la SSP 1-1.9,
elle permet, donc on est neutre en carbone en 2050, et donc à partir de 2050, la température se stabilise, et on reste à environ 1,5 degrés. La trajectoire suivante, ben, on est neutre en carbone vers 2070, et on se stabilise à peu près 2 degrés. La trajectoire tendancielle, on arrive à un peu moins de 3 degrés en 2100, et puis les trajectoires d'émissions élevées, en 2100 on est vers 4 degrés, et on continue à augmenter de manière significative. Et puis on ne sera pas prêt de s'arrêter parce qu'il faut atteindre zéro émission nette pour s'arrêter. Maintenant, quel que soit le scénario d'émission, les 1,5 degrés, on les atteindra de toute façon aux alentours de 2030. La seule question, c'est est-ce qu'on va se stabiliser à 1,5 degrés ou est-ce qu'on va continuer à augmenter significativement et durablement. Cette relation entre les émissions et la température, elle se matérialise par ce qu'on appelle le budget carbone. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre les émissions cumulées de gaz à effet de serre, et notamment de CO2, et le réchauffement de la planète. Donc en gris et en noir, on peut observer l'évolution historique, à la fois de ce qu'on a émis dans l'atmosphère, donc environ 2000 milliards de tonnes de CO2, et le réchauffement observé, à peu près 1 degré. Et donc si on prolonge la tendance, bien selon ce qu'on continue à émettre dans l'atmosphère jusqu'à ce qu'on soit neutre en carbone, eh bien on peut à peu près savoir où on tombera en réchauffement. Donc l'ordre de grandeur, c'est tous les 1000 milliards de tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère, on se réchauffe d'à peu près 1,5 degré. Ça veut dire que si on définit une température qu'on ne veut pas dépasser, par exemple 1,5 degré, eh bien, on peut regarder et à peu près savoir combien de tonnes de CO2 on a droit d'émettre jusqu'à la fin du siècle et même jusqu'à la fin des temps. Donc pour 1,5 degré, eh bien, ce budget carbone, c'est entre 300 et 900 gigatonnes. Donc il y a une certaine incertitude sur ce budget. Et donc voilà, on peut dire que grosso modo, si on veut rester sur 1,5 degré, on a droit à 500 milliards de tonnes à peu près de budget. Sachant qu'on en émet 40 des milliards de tonnes tous les ans, eh bien, ça veut dire que, en gros, au rythme actuel, dans les années vers 2030, on aura cramé le budget pour rester sur 1,5 degré. Ça veut dire que si on veut rester sur 1,5 degré, bah, soit on continue à cramer comme aujourd'hui jusqu'en 2030, à 2030, eh bien, on arrête d'un coup, on passe donc de 40 à 0, ce qui est totalement impossible. Soit on entame une décroissance progressive, et en gros, il faudrait que vers 2030, on ait atteint la moitié du chemin. Donc voilà, pour 2 degrés, le budget il tient jusqu'en 2050 au rythme actuel. Ça veut dire qu'en 2050, pour être sur une bonne trajectoire, il faudrait avoir déjà divisé par 2 nos émissions. Ok, il faut réduire les émissions, mais qu'est-ce que ça implique? Quels sont les pays et les secteurs d'activité qui sont responsables de ces émissions? Comme je le disais tout à l'heure, on a le CO2 et le CO2 équivalent. Aujourd'hui, on émet environ 40 milliards de tonnes de CO2 tous les ans, donc 40 gigatonnes de CO2 tous les ans. Et tout gaz à effet de serre confondu, on est plutôt à 60 gigatonnes de CO2 équivalent. Ces émissions, elles sont réparties entre le charbon, qui représente une grosse partie du problème, le pétrole, le gaz, et puis tout ce qui va être changement d'affectation des sols. Donc là, ça veut dire qu'on va transformer des forêts en zones agricoles ou en territoires artificialisés. Donc on va déforester en quelque sorte. Ces émissions de CO2, eh bien, chaque année on rajoute du CO2 dans l'atmosphère, ça veut dire que la concentration en CO2 va augmenter. Donc la concentration en CO2 dans l'atmosphère, c'est la concentration qu'il y avait initialement, plus la somme des émissions depuis donc 1850. Et donc, si on fait un petit clin d'œil aux mathématiciens que je suis, ici, on va dire que la concentration, c'est l'intégrale des émissions, et que les émissions, donc c'est la dérivée de la concentration. Donc ces émissions, on peut les regarder sous différents angles. Donc on peut regarder quelles sont les énergies qui émettent du CO2, donc le pétrole, le gaz, le charbon, comme je viens de le faire. On peut regarder quels sont les pays qui émettent des gaz à effet de serre, quels sont les secteurs d'activité qui émettent des gaz à effet de serre. Et après, donc, on peut regarder différents types d'indicateurs. Est-ce qu'on raisonne en CO2, en CO2 équivalent? Est-ce qu'on parle en émissions sur un territoire ou en empreinte, c'est-à-dire quelles sont les émissions nécessaires pour permettre un mode de vie donné?
Typiquement, si j'achète une voiture fabriquée en Chine, eh bien, c'est 0 émission sur mon territoire français, mais c'est des émissions importantes dans mon empreinte carbone, parce que les émissions chinoises pour faire ma voiture que j'achète, eh bien, c'est mon empreinte carbone personnelle. Après, on peut raisonner à l'échelle d'un pays ou par habitant, plutôt, et on peut parler de l'impact une année donnée ou de l'impact cumulé depuis de tout temps. Donc voilà, je vais essayer d'approcher ces différents types d'indicateurs pour avoir une vision un peu exhaustive du sujet. On peut commencer par regarder les émissions par pays, ou plutôt par grande région mondiale. Donc sur cette carte, on a divisé les pays mondiaux en une dizaine de zones, et on peut voir sur ce premier graphique la répartition des émissions historiques de chacune de ces régions. Donc c'est-à-dire le cumul de CO2 émis depuis 200 ans par chaque région, et donc la part du réchauffement actuel due à chaque pays. C'est-à-dire quelle est la responsabilité historique de chaque région dans le réchauffement climatique actuel. Et ensuite, on peut faire un nouveau graphique sur les émissions actuelles par région. Et en fait, on observe que c'est pas la même répartition. Les pays qui émettent le plus aujourd'hui, on peut penser notamment à la Chine, eh bien c'est pas eux qui émettaient le plus par le passé. Donc en fait on a les Occidentaux, donc à savoir Amérique du Nord et Europe, qui sont responsables de 40% des émissions passées, mais aujourd'hui c'est plus que 20% des émissions actuelles. Par contre, on parle ici en émissions, en empreinte, les résultats vont être un peu différents. Je vous propose de parler maintenant un petit peu d'empreinte carbone et d'émissions par habitant. Donc ici on a un graphe qui mesure les émissions de CO2 à l'échelle mondiale, uniquement le CO2 par les autres gaz à effet de serre. Et on va avoir donc en abscisse la population de chaque pays. Donc on a 1 milliard d'habitants entre l'Amérique du Nord et l'Europe, et puis environ 8 milliards d'habitants sur toute la planète. Et en ordonnée, donc on va avoir deux informations. La partie colorée, c'est l'empreinte carbone par habitant. Donc ici, on est à peu près à 17 tonnes pour les Américains, à peu près à 7 tonnes pour les Européens, etc. Et ensuite, on a donc la partie dans le rectangle noir, c'est les émissions sur le territoire. Donc on observe qu'en Europe, l'empreinte carbone est supérieure aux émissions territoriales, alors que donc en Asie, notamment en Chine, l'empreinte carbone est inférieure aux émissions territoriales. C'est normal parce que il y a des biens qui sont produits en Asie et utilisés en Europe, et donc leurs émissions territoriales sont sur le territoire de l'Asie, mais l'empreinte est comptabilisée comme étant l'empreinte de l'Europe. Dans la slide précédente, on raisonnait en émissions par région, et donc on avait les émissions en Europe qui étaient aussi importantes que les émissions en Asie du Sud. Donc là, ici, sur ce graphique, c'est la surface de chaque rectangle. Mais cette répartition par région, elle n'est pas forcément juste. Par habitant, c'est plus équitable de raisonner comme ça. Et donc en fait, en Europe, on émet autant qu'en Asie du Sud, mais on émet 7 fois plus par habitant. On vient de parler d'émissions par type d'énergie, d'émissions par région mondiale. Maintenant, je vous propose de parler d'émissions par secteur d'activité. Donc on peut voir sur ce graphe la répartition des émissions sur les différents secteurs d'activité. On a notamment un gros morceau qui va être la production d'électricité, notamment toute l'électricité qui est produite au charbon. Donc très peu, voire pas du tout en France, mais de manière significative à l'échelle mondiale, on utilise du charbon pour faire de l'électricité. Après, on va avoir d'autres gros morceaux, à savoir l'industrie et les transports notamment. Et ça, c'est des émissions directes par chaque secteur. Maintenant, tout ce qui est électricité, en fait, l'électricité, c'est pas un usage final, c'est un vecteur énergétique utilisé par d'autres activités. Donc en fait, un peu comme tout à l'heure, on parlait d'émissions et d'empreintes, eh bien, l'électricité utilisée, on peut considérer que c'est une émission indirecte d'autres secteurs d'activité, notamment l'industrie et les bâtiments. Et donc en fait, avec ce raisonnement-là, c'est plutôt l'industrie, les bâtiments et les transports, les gros morceaux en matière de répartition d'émissions mondiales. Le réchauffement climatique aura des conséquences désastreuses sur les humains et le vivant, et pour les éviter, les gouvernements mondiaux sont décidés à limiter ce réchauffement. Et donc pour limiter le réchauffement, il faut réduire et arrêter rapidement les émissions de gaz à effet de serre, parce que ce sont eux qui réchauffent la planète.
Et on a vu donc qui et pourquoi émettait des gaz à effet de serre. Donc maintenant, comment on fait pour réduire ces émissions? Eh bien, on va avoir une contrainte qui est tout simplement que la production d'énergie est égale à la consommation d'énergie. Donc si, pour des raisons climatiques, voire de souveraineté, parce que le pétrole et le charbon et le gaz, on n'en a pas forcément sur tous les territoires, notamment en Europe et en France, on n'a ni charbon, ni pétrole, ni gaz. Et, bien, et puis on a aussi un autre problème, c'est le pic pétrolier et le pic gazier qui arrivent, qui font que de manière subie, on va avoir moins d'énergie fossile disponible. Donc pour toutes ces raisons, à la fois la première contrainte carbone, c'est-à-dire le climat, et la deuxième contrainte carbone, c'est-à-dire les énergies fossiles, eh bien on veut réduire les énergies fossiles. Ok. Donc par quoi on compense? On peut il faut aussi faire attention à la biomasse qui est un puits de carbone, biomasse qu'il faut éviter de déforester, parce que ça émet aussi du CO2, et puis ça a de gros impacts sur le vivant et les humains. Il y a aussi des enjeux de biodiversité, hein, donc attention avec la biomasse. Après, sinon, on peut utiliser produire plus d'électricité décarbonée, voire aussi de chaleur décarbonée, mais c'est plus négligeable, hein. Il va y avoir le solaire thermique ou la géothermie, ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, l'électricité décarbonée, qui est le principal levier sur lequel on peut miser, ça va être composé d'hydraulique, d'éolien et de photovoltaïque, et puis de nucléaire. Et en termes de consommation, si on n'a pas assez de production, il va falloir augmenter l'efficacité de nos procédés, recourir à de la sobriété, c'est-à-dire réduire volontairement nos consommations. Et si avec tout ça, on n'a toujours pas réussi à boucler l'équation, la variable d'ajustement qui va rester, c'est la pauvreté. Alors pas assez d'énergie pour satisfaire les besoins nécessaires. Donc si on reprend notre petit camembert des différents secteurs d'activité, à savoir industrie, bâtiment, transport, agriculture, etc., eh bien, commençons par le bâtiment. Donc on va avoir plusieurs leviers d'action. Donc premier levier d'action qui peut être de substituer de l'énergie fossile par de l'électricité décarbonée, donc on va mettre des pompes à chaleur qui fonctionnent à l'électricité. Voire on peut chauffer éventuellement à la biomasse, c'est-à-dire au bois. En matière d'efficacité, eh bien là ça va être isoler les logements pour qu'ils aient besoin de moins d'énergie. Et puis en matière de sobriété, ça va être réduire les températures de chauffage, changer les températures de climatisation, réduire la consommation d'eau chaude, réduire la surface par habitant aussi, c'est un levier de sobriété. Pour ce qui est du transport, bien là, les enjeux, ça va être d'électrifier la mobilité, à savoir les voitures et les camions notamment, puis miser sur du report modal vers le train, le vélo. Il y a tout ce qui va être les biocarburants, puis les combustibles de synthèse pour faire voler des avions, où ça on peut éventuellement en utiliser un petit peu, mais le potentiel va être assez limité. En matière d'efficacité, ça va être tout ce qui est progrès technologique pour réduire les consommations des véhicules. Et puis en matière de sobriété, ça va être faire du covoiturage, donc plus de personnes par voiture, faire de l'autopartage, c'est-à-dire partager des véhicules entre plusieurs personnes, et puis tout ce qui va être sobriété dimensionnelle des véhicules, donc avec des petits véhicules. Et puis après, si on regarde le gros morceau qui est l'industrie, bien là, l'enjeu ça va être d'électrifier les procédés, voire d'utiliser de l'hydrogène dans certains procédés qu'on ne peut pas électrifier. Et cet hydrogène, il va falloir le produire avec de l'électricité décarbonée. Après, on va voir tout ce qui est optimisation des procédés, et puis de manière générale, moins consommer, changer la société de consommation qui est inadaptée avec une politique de décroissance des émissions de gaz à effet de serre. Maintenant qu'on sait ce qu'il faut faire pour réduire les émissions, eh bien, où en est-on de la mise en œuvre de ces politiques climatiques? Quel est le bilan mondial de la lutte contre le changement climatique? Avant de répondre à cette question, je vais introduire quelques mots de vocabulaire. Tout d'abord, le GIEC, à savoir le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un organisme mandaté par l'ONU qui fait une synthèse des publications scientifiques sur le climat. Et donc tous les 6-7 ans, ils font 3 gros rapports sur la physique du climat, les enjeux d'adaptation et les enjeux d'atténuation du changement climatique. Donc le GIEC font donc des synthèses des travaux existants et des synthèses des scénarios d'évolution du climat et de leurs éventuelles conséquences. Ensuite, la COP, ça veut dire Conference of the Parties. Ils font des négociations entre les différents États à l'échelle mondiale pour définir des objectifs climatiques. Ces objectifs, ils vont pas être contraignants, parce que l'ONU n'a pas le moyen de contraindre des États.
Mais voilà, au moins les États prennent des engagements volontaires. Ils se mettent d'accord sur un texte qui définit des objectifs mondiaux. Notamment, donc, il y a l'accord de Paris, qui a été signé lors de la COP 21 par quasiment tous les pays à l'échelle mondiale, et qui fixe un objectif de rester en dessous des 1,5 degrés de réchauffement à l'échelle mondiale. Voire éventuellement 2 degrés, mais en essayant de rester vraiment sous 1,5 degrés. Donc le premier rapport du GIEC, il a été publié en 1990, on a eu le 5e en 2014, puis le 6e en 2021-22. Et donc après chaque rapport du GIEC, eh bien, il y a une COP qui prend des décisions. Donc on a eu notamment le sommet de la Terre de Rio en 1992, où les États ont reconnu l'existence d'un changement climatique d'origine humaine. Donc voilà, déjà il y a 30 ans, les États étaient d'accord sur ces faits. Ensuite, on a eu le protocole de Kyoto en 1997, où eh bien, il y a eu un accord international visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ok, il y a un changement climatique, ok, c'est dû aux effets de serre, donc réduisons les effets de serre. Maintenant, il faudrait rajouter, peut-être bientôt, bien que pour réduire les effets de serre, il faut réduire les émissions de gaz, et réduire les consommations d'énergie fossile, et ça, on ne l'a pas encore décidé dans les COP. Mais donc, quoi qu'il en soit, il y a eu cet accord de Paris en 2015, pour rester sous 1,5 degré. Ensuite, donc maintenant qu'on a un objectif, eh bien, il faut que les différents États prennent des engagements. Donc on appelle ça les CDN, donc les contributions déterminées au niveau national. Et donc c'est les plans nationaux de chaque État pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Pareil, ces plans ne sont pas contraignants, mais au moins ils ont le mérite d'exister. Et donc ensuite, on peut faire ce qu'on appelle le bilan mondial. Donc, bilan mondial, le premier est censé avoir lieu en 2023, donc maintenant, et ça consiste à faire un suivi de la mise en œuvre des CDN, donc où en sont les États et à l'échelle mondiale où on en est de ces trajectoires de réduction d'émissions par indicateur. Il y a un certain nombre d'indicateurs pour chacun des secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc, est-ce qu'on est sur une trajectoire compatible avec les accords de Paris, avec une trajectoire 1,5 degré? La réponse est non. Aucun pays dans le monde n'a une trajectoire de baisse d'émissions compatible avec les engagements de l'accord de Paris. Et après, il y a des pays pour qui c'est pire que d'autres, notamment un certain nombre de pays, ici en Hongrie, qui sont critiquement insuffisants, donc c'est vraiment une catastrophe. L'aviation aussi, c'est une grosse catastrophe. Et puis on a des pays plus ou moins catastrophiquement en retard. L'Europe, on est moyen, on est juste insuffisant. Alors en Europe, les émissions baissent, ça fait même 30 ans qu'elles baissent, et d'ici une temps, elles vont continuer à baisser significativement. Et si à l'échelle mondiale, on avait un rythme de baisse d'émissions équivalent, eh bien on serait sur une trajectoire presque compatible avec 1,5 degré. Par contre, ça ne prendrait pas en compte une répartition équitable des efforts entre les différents États, et notamment envers les pays en développement, pour qui en fait, les pays en développement, ils sont plus légitimes que les pays développés à consommer le budget carbone restant. Et donc, dans une approche de répartition équitable des efforts, il faudrait que les pays développés comme l'Europe fassent des efforts supplémentaires. Et donc, on ne soit pas à 2000, mais plutôt presque à moins de 500 millions de tonnes de CO2 par an en 2030. Donc, dans une approche de répartition équitable des efforts, notre trajectoire est plutôt compatible avec un monde à plus 3 degrés. Ce qui est insuffisant. Maintenant, si on regarde à l'échelle mondiale, il y a une quarantaine d'indicateurs qui sont suivis pour voir si on est sur une bonne ou une mauvaise trajectoire. Donc on va voir la part des véhicules électriques dans les ventes de nouveaux véhicules, on va voir la part de financement public qui finance les énergies fossiles, on va voir la part d'énergie décarbonée dans l'électricité, et puis voilà, une quarantaine d'indicateurs qui sont suivis. Et sur ces 40 indicateurs, il y en a un seul où on est dans les clous, où on est à un bon rythme. Et on a un grand morceau où on n'est clairement pas assez rapide. Et puis on a même certains où on va dans la mauvaise direction, la situation se détériore. Puis on en a quelques-uns où on n'a pas de données suffisantes pour évaluer si on va sur un bon rythme ou pas. Ces indicateurs, les voici. Donc ils vont être répartis entre les différents secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, à savoir l'énergie, notamment l'électricité, les transports, les bâtiments, la forêt, l'agriculture, l'industrie. Et puis il y a aussi deux secteurs qui ne sont pas des secteurs émetteurs, mais plutôt des secteurs transverses.
Donc on va voir tout ce qui va être l'élimination de CO2 de l'atmosphère avec la capture et séquestration de carbone, donc où on en est, est-ce que cette technologie va se développer ou pas, et à quel rythme. Et puis tout ce qui concerne la finance, parce que donc l'argent c'est quand même le nerf de la guerre. Alors je vous remets ici la répartition des émissions par secteur. Donc on a environ 23% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'électricité. Et cette électricité est elle-même utilisée par d'autres secteurs. Donc en fait, l'impact réel du bâtiment, ça va être 17%, l'impact réel de l'industrie, ça va être 34%, l'impact réel du transport, plutôt 15%, et puis l'agriculture, environ 11%, et le changement d'affectation des sols, notamment donc la déforestation, 11%. Alors dans les slides qui suivent, je vais présenter certains de ces indicateurs pour voir où on en est, mais pas tous, parce qu'il y en a 42, je ne vais pas tous les faire. Donc là notamment sur l'électricité, qui représente encore 23% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, on a un indicateur, c'est la part d'électricité décarbonée dans la production d'électricité. Et donc on est ça. En fait, ça s'est même dégradé entre 2000 et 2010. Là, ça augmente doucement et il faudrait que ça explose complètement. Donc là, on n'est clairement pas assez rapide, mais on va quand même dans la bonne direction. Deuxième indicateur sur l'électricité, c'est la part de charbon dans la production d'électricité. Et bien là, on diminue tout doucement, mais clairement pas assez rapidement. Il faudrait diminuer 7 fois plus vite d'ici 2030. Donc là, voilà, on n'est clairement pas dans les clous sur le charbon. Alors sur le bâtiment maintenant. Le bâtiment, c'est 17% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc on a un premier indicateur, c'est la consommation d'énergie dans les bâtiments. Donc ça, pour le réduire, eh bien, on peut faire de la sobriété ou de l'efficacité en isolant les bâtiments. Et bien là, on diminue tout doucement, mais il faudrait aller 3 fois plus vite pour être dans le rythme normal. Et puis sur la consommation les émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments, là aussi ça réduit tout doucement, mais il faudrait accélérer significativement, donc au moins 3 fois plus vite, pour être dans les clous. Donc là, ça veut dire réduire la consommation d'énergie et aussi décarboner l'énergie utilisée dans les bâtiments. Sur l'industrie, qui représente 34% des émissions mondiales, je vous ai mis ici un graphique sur les émissions du ciment, où là on est en stabilité totale, alors qu'il faudrait diminuer significativement et très rapidement, presque divisé par 2 en 10 ans, bon, on n'est clairement pas dans les clous. Et sur les émissions de la fabrication d'acier, là ça augmente alors qu'il faudrait qu'on diminue très rapidement. Là pareil, là c'est pire, c'est qu'on est dans la mauvaise direction. Donc en matière de transport, qui représente 15% des émissions mondiales, ici je vous ai mis un graphique sur l'évolution de la part de carburant durable dans l'aviation. Donc c'est l'épaisseur du trait en peine à décoller, alors qu'il faudrait que ça soit 100% d'ici 2050. Donc voilà, là on est clairement pas assez rapide. Et après sur la part de véhicules électriques dans les véhicules légers, donc dans les voitures, là on est à peu près dans les clous, donc on a déjà 10% des ventes qui sont électriques à l'échelle mondiale, et on est sur un rythme qui est compatible avec la trajectoire requise. Pour ce qui est de la finance, on va avoir l'investissement dans l'action climatique. Aujourd'hui, on est à moins de 1000 milliards de dollars par an. Il va falloir dépasser les 5000 milliards de dollars par an investis dans l'action climatique, à la fois avec des financements publics et des financements privés. Un autre indicateur, ça va être le prix de la tonne de CO2. Aujourd'hui, on est à 23 dollars par tonne de CO2, ce qui n'est pas grand-chose. Il va falloir multiplier ça par 10 à l'horizon 2030 et atteindre les 500 à 1000 dollars la tonne à l'horizon 2050. Donc il faudra voir si on y arrive, mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. En conclusion, on a un problème, ça s'appelle le changement climatique. Et on a un plan pour le résoudre, ça s'appelle réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais pour l'instant, la mise en œuvre de ce plan n'est pas satisfaisante. On est en retard sur quasiment tous les indicateurs que l'on suit pour y arriver. Alors, est-ce que la COP28 va être l'occasion d'accélérer dans la mise en œuvre de ce plan ? La COP a lieu cette année du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, c'est-à-dire aux Émirats Arabes Unis. Et ça fait un peu polémique pour plusieurs raisons. La première, c'est que Dubaï, c'est un pays pétrolier, donc qui est fortement dépendant de la production d'énergie fossile, responsable des émissions de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique, responsable des problèmes du réchauffement climatique. Et en plus, le président de la COP, c'est donc le sultan Al-Jaber, qui est PDG d'une compagnie pétrolière. Donc en termes de conflit d'intérêts, il n'y a pas mieux. Et il y a eu un certain nombre de polémiques, notamment une suite aux propos du président de la COP qui disait que sortir des énergies fossiles, ça reviendrait à renvoyer le monde à l'âge des cavernes. Bon, suite à la polémique qu'il y a eu, il s'est repris et a fait un communiqué de presse pour dire que
il était favorable à une réduction et une sortie des énergies fossiles, en tout cas que c'était inévitable. Ensuite, l'OPEP a remis une pièce dans la machine. Donc l'OPEP, c'est l'association des pays pétroliers du Moyen-Orient. Et donc eux, ils militent fortement pour ne pas sortir des énergies fossiles et que le terme énergie fossile ne soit même pas mentionné dans le texte de l'accord. Donc ils ont fait une lettre à tous leurs membres pour demander à rejeter de manière proactive tout accord ciblant les énergies fossiles plutôt que les émissions. Donc voilà, ça fait un peu polémique. Après, si on parle un peu plus de fond, quels sont les groupes d'États qui négocient à la COP? On va voir 4 groupes en fait. Il y a un premier groupe qui va être plutôt favorable à une sortie rapide des énergies fossiles. Ça va être notamment l'Europe qui a déjà des infrastructures bas carbone pilotables, et puis des États insulaires qui, si le climat se réchauffe trop, ils vont de toute façon disparaître. On va avoir des pays qui sont assez favorables à une sortie, mais sans militer outre mesure, notamment les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Norvège. Ce sont des pays développés producteurs d'hydrocarbures, donc ils sont quand même. Bon, ils sont d'accord pour en sortir, mais c'est contre leurs intérêts quand même. Après, on va avoir un troisième groupe de pays qui, eux, ne sont pas du tout favorables à une sortie des énergies fossiles. Donc c'est un peu comme l'OPEP, hein, donc avec l'Arabie Saoudite. On va aussi avoir la Chine, l'Inde, la Russie. C'est des pays qui sont fortement dépendants des énergies fossiles économiquement, soit parce qu'ils en produisent, soit parce qu'ils en consomment. Et donc ces pays-là, ils vont plutôt miser sur les technologies de capture et séquestration du carbone, en disant, ben voilà, on brûle des énergies fossiles, ça fait du CO2, mais le CO2, on le récupère et puis on le met sous le sol, et ça va marcher. Bon, alors qu'aujourd'hui, ça n'existe pas du tout, ces technologies-là, et ça peine à se développer. Et puis on a un dernier groupe de pays qui peut peser dans la balance, c'est ceux qui sont pas opposés à une sortie des énergies fossiles, mais qui ont besoin de délais pour y arriver, et qui ont surtout besoin de financement et d'aide pour soutenir leur développement de manière décarbonée. C'est notamment les pays africains. Donc tout n'est pas ajouté dans cette COP, on a quand même eu des annonces assez intéressantes. Bon, il y a des débuts d'annonces sur le fonds pour les pertes et dommages, c'est-à-dire les pays qui subissent les conséquences du réchauffement climatique, eh bien, il va y avoir des financements pour les aider à s'en sortir. Bon, ces pays demandent environ 100 milliards d'euros par an, et pour l'instant on leur propose que moins d'1 milliard, mais bon, c'est déjà un bon début. Ça pourra s'améliorer dans les années qui viennent. Après, on a eu des annonces sur le triplement des énergies renouvelables d'ici 2030, donc avec 120 pays signataires. On a eu une annonce sur le triplement de l'énergie nucléaire d'ici 2050, donc avec une vingtaine de pays signataires. Et puis, il y a aussi une volonté d'accélérer la sortie du charbon et du gaz avec des initiatives comme Power Past Coal Alliance ou Global Methane Pledge. Bon, après, il y a la question qu'on attend tous, c'est est-ce que le texte final va mentionner ou pas une sortie ou une réduction des énergies fossiles? Là, pour l'instant, on ne sait pas. Mais ce serait vraiment un gros enjeu. Et ça permettrait d'avancer parce qu'aujourd'hui, les termes ne sont même pas mentionnés. En conclusion, voici quelques enseignements clés de cette vidéo. Tout d'abord sur la température. Aujourd'hui, le monde s'est réchauffé d'1,2 degré, et en France, on est déjà à plus 2 degrés. Ça veut dire que la température en France se réchauffe plus vite que dans le monde. Les objectifs à l'horizon 2100 sont de maintenir le réchauffement en dessous d'1,5 voire 2 degrés. Mais si les engagements actuels des États sont respectés, ce qui n'est pas garanti, on finirait plutôt à plus 3 degrés. Donc il y a un enjeu à accélérer les efforts. En matière de gaz à effet de serre, parce que ce sont les gaz à effet de serre qui augmentent la température. Eh bien, stabiliser la température, ça revient à atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire à émettre 0 tonnes de CO2 tous les ans en net. C'est-à-dire que tout ce qui est émis devra être absorbé par des puits de carbone naturels ou artificiels. Il y a la question des autres gaz à effet de serre, autres que le CO2, notamment le méthane, qui ont des temporalités différentes et qui vont beaucoup réchauffer, mais sur des périodes de temps plus courtes. Et donc là, les émissions de méthane impacteront les périodes transitoires avant d'atteindre la stabilisation de la température. En matière de responsabilité et de répartition des émissions, l'Occident, donc à savoir l'Amérique du Nord et l'Europe, ont une responsabilité historique importante sur les émissions passées et donc sur le réchauffement actuel. L'Occident a aussi un impact important en matière d'empreinte carbone,
moins en émissions, mais c'est en partie expliqué parce que on a externalisé une partie de notre impact en important des bienfaits ailleurs dans le monde avec des émissions ailleurs dans le monde. Pour ce qui est des secteurs qui émettent, qui sont responsables des émissions, on va avoir donc l'électricité avec les centrales à charbon, très peu en France, mais un gros tiers de l'électricité mondiale. On a après l'industrie aussi, qui est un gros morceau, les transports et puis le bâtiment. Puis de manière un peu plus marginale, l'agriculture. Si on fait le bilan aujourd'hui, où on en est, aujourd'hui, il n'y a aucun État qui a une trajectoire compatible avec une trajectoire d'1,5 degré. On progresse, mais beaucoup trop lentement, et il y a un enjeu à ce qu'il y ait une répartition équitable des efforts entre les pays développés et les pays en développement. Et au-delà de cet enjeu d'atténuation du changement climatique, il y a aussi des enjeux à s'adapter pour subir les conséquences qu'il va y avoir quand on se réchauffe de 1,5, 2 ou 3 degrés. Et il faut aussi se préparer ce qu'on va faire pour les pertes et dommages. C'est-à-dire que si on ne sera pas assez adapté, on va subir des dommages et il faudra les assumer. Et notamment, il y a un enjeu de soutien international pour que les pays développés aident les pays en développement à atténuer leurs émissions, à s'adapter et puis à gérer leur perte de dommages. C'en est fini pour cette vidéo sur le bilan mondial. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Barla Énergie Climat.